évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. J'insiste, je persiste et je cite. Un homme qui viole une fille mineure ou bien une femme âgée, sa place, c'est en prison bien sûr. Mais que dirait-on d'un président qui viole la constitution d'un pays de plus ou moins 70 millions d'habitants? Sa place, c'est où? Je pose cette question à mes frères et sœurs congolais, mes chers compatriotes et les amis du Congo, en République démocratique du Congo et dans la diaspora. Moi, c'est Mac Lushimba, que les amis appellent Big Mac. Me revoici dans mon programme Franc-Parler sur 5 médias émettant à partir de Washington DC. Je salue tous ceux qui sont en train de me suivre et je voudrais un peu raisonner avec tous ceux qui sont en train de suivre de près la situation qui est en train de se dérouler au Congo démocratique, c'est-à-dire la crise politique qu'on nous présente sous une facette, alors qu'en réalité, en bas, il y a autre chose. J'avais posé la question, parce que pour l'instant, c'est le problème du dialogue en République démocratique du Congo qui a été posé comme une condition pour rassembler les politiciens de tous bords afin de venir parler de certains points cruciaux pour éviter la calamité, la crise qui est en train de guetter notre chère République démocratique du Congo, le pays de nos ancêtres. Et le dialogue en question est sujet à discussion. Il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Et quand vous regardez, les divergences ne viennent pas du fait que les Congolais ne veulent pas dialoguer. Ça vient des positions politiciennes qui entourent ce dialogue. C'est devenu pour les uns un piège pour faire tomber les autres, et pour les autres, une perte de temps, et les autres encore, un moyen de s'éterniser au pouvoir. Et pour les autres, dirais-je, une distraction. C'est-à-dire pour faire passer le temps, au lieu de focaliser l'attention sur des vrais sujets, qui est l'organisation pure et simple des élections en République démocratique du Congo prochainement. J'ai posé la question de savoir, parce que selon l'une des conditions qu'on a données, donc qu'on appelle les préalables, pour que les politiciens se rencontrent et discutent de ce qui se passe en République démocratique du Congo, il y a eu la libération des prisonniers politiques et prisonniers d'opinion. On a vu le ministre de la Justice, Alexis Tamboué, présenter une liste là des soi-disant prisonniers libérés. Mais quand on a décortiqué les noms un à un, on a vu que la plupart, c'était des prisonniers déjà libérés. Et les vrais prisonniers politiques restent encore en prison. Mais le gouvernement, toujours sourd comme d'habitude, veut pousser les gens à aller dialoguer. C'est-à-dire en faisant table rase de toutes les recommandations ou bien réclamations des opposants et autres organismes de droits humains et les autres observateurs nationaux et internationaux qui sont en train de suivre de près ce qui se passe en République démocratique du Congo. J'ai posé la question parce que parmi les détenus, il y a un certain Diomi Ndongala qu'on nous présente comme un monsieur qui avait violé une fille et le gouvernement ne veut pas le libérer. Pourquoi? Parce que violer une fille, c'est connu dans le monde entier. Je ne suis pas là pour défendre Diomi, mais c'est un crime.
Mais comment voulez-vous détenir, maintenir en prison un politicien avec pour motif le viol, c'est-à-dire le politicien a violé une fille. Alors qu'au Congo, on a en place un président qui est en train de violer la constitution d'un pays de 70 millions d'habitants. Et la constitution, c'est quoi, mes amis? La constitution, c'est l'esprit, la loi mère. C'est-à-dire l'esprit des Congolais versé dans une loi pour régulariser les actes, les pensées et les actions du pays, afin qu'il n'y ait pas le banditisme, afin de créer l'harmonie, la paix et la bonne gouvernance. On a en place un président, en la personne de Sieur Joseph Kabila. Et ces gens qui, eux, sont en train de violer l'esprit des Congolais. C'est-à-dire Kabila est en train de violer 70 millions de personnes. Il viole et les hommes, et les femmes, et les enfants. Mais il prétend être un homme propre et maintenir Diomi Dongala, qui lui a violé, selon les accusations, une seule fille. Il y a de quoi se poser la question. Où est en train de cheminer la République démocratique du Congo? Et vous voyez, le gouvernement a tout fait pour brouiller les pistes, chambouler les choses, créer un désordre afin de maintenir son cap, c'est-à-dire en bouchant les oreilles, en ne bougeant pas ses pieds, avec l'esprit de se maintenir au pouvoir maintenant d'une manière illégale. Et il y a un dialogue au Congo démocratique. Et on voit que les conditions ne sont pas réunies pour qu'il y ait dialogue. Mais il y a un certain M. Kodjo, Edem Kodjo, qu'on a choisi, qui est là comme médiateur. C'est-à-dire, il appartient à Edem Kodjo d'abord de s'enquérir de la situation, d'étudier sans parti pris la vraie situation, les causes de la crise politique qui existe au Congo, pour voir comment convoquer maintenant ce dialogue afin de décrisper la situation. Il semble que Edem Kodjo, c'est pas Kodjo là, tout en sachant la vérité, que tous les prisonniers ne sont pas libérés, il s'est entêté pour donner le coup d'envoi. Alors ici, nous nous posons la question. Quel intérêt a ce médiateur-là de ne pas vouloir écouter toutes les parties, de ne pas vouloir chercher et connaître les vraies causes, enquêter sur terrain? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un point d'achoppement qui fait que les antagonistes ne veulent pas se rencontrer? On voit bien qu'Edem Kodjo n'est pas là. Et son souci, c'est de dire, organisons le soi-disant dialogue. C'est-à-dire que ça réussisse. Ou bien que ça échoue. Ça ne lui dit absolument rien. Ceci me rappelle ce qui était arrivé au temps de Mobutu. Il y avait aussi un médiateur en la personne d'Abdoulaye Wade, le Sénégalais, qui était accouru pour chercher à décanter la crise qui existait entre Mobutu et l'opposition à ce temps-là, l'union sacrée de l'opposition. Vous avez vu, Abdoulaye Wade était aussi venu. Avec la même manière d'Edem Kodjo, c'est-à-dire parce que Mobutu, en catimini, lui avait proposé beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'il n'était pas venu aider les Aïrois à décrisper la crise, à décanter la situation. Il était venu parce qu'il y avait à manger et à boire. Je ne sais pas si certains de mes compatriotes se souviennent
d'Abdoulaye Wade et ce qui lui était arrivé. Les opposants congolais l'avaient chassé. Et moi, je pense que tant que Edem Kodjo ne peut pas jouer son rôle convenablement, c'est-à-dire sans parti pris, il appartient aux opposants congolais et à toute la population congolaise de le mettre contre le mur. Parce qu'il en va de l'avenir de la République démocratique du Congo. J'ai parlé de Mobutu, vous avez vous-même. Ce que je crains est en train de se répéter au Congo. Je l'ai toujours repris dans mes vidéos, dans mes programmes. Pourquoi ne pas apprendre des leçons? Si aujourd'hui nous pleurons, nous nous plaignons que le pays est occupé par des étrangers, c'est le fruit de quoi? De la mésentente continue, infinie des politiciens congolais zaïrois en ce temps-là. S'ils s'étaient entendus au temps de Mobutu, ils allaient arranger la crise zaïroise eux-mêmes. On n'allait pas avoir besoin des étrangers pour venir nous épauler, nous conseiller et dire ça. Et le Congo allait être sauvé. Parce que vous savez, continuer à s'entre-déchirer sans raison valable, juste par mauvaise foi, comme c'est le cas avec le gouvernement Kabila, qui, par tous les moyens, est en train d'essayer de créer des problèmes, mettre les bâtons dans les roues de ceux qui raisonnent convenablement, des opposants, donc tout ça. Avec pour objectif d'envenimer la situation. Et ça va encore créer quoi? D'autres groupes, des gens, ou bien d'autres troupes de militaires, viendront encore de l'extérieur, avec pour objectif de nous aider. Et la situation va encore s'envenimer davantage. Et c'est là où nous sommes en train de tendre, et je crains qu'il y ait encore de nouvelles surprises négatives pour le Congo et le peuple congolais. Et moi, ce qui m'étonne, c'est l'entêtement, comme je l'ai dit, de M. Edem Kodjo, qui voit très bien que le peuple congolais a raison. Il y a violation de la Constitution. Le gouvernement en place, qui devait être prévoyant, parce qu'on dit gouverner, c'est prévoir. Le gouvernement devait prévoir, avoir un calendrier pour se préparer 1 année, 2 années avant, afin d'organiser l'élection. Le gouvernement ne l'a pas fait. Edem Kodjo le sait très bien. Mais il est là, il veut travailler pour plaire à ce gouvernement fantoche. Alors, mes chers Congolais, chers frères et sœurs congolais, il y a quoi derrière tout ça? Regardez très bien. La crise est tellement ample, a des racines dans la profondeur historique, politique, économique et la mafia. Si vous regardez très bien, il n'y a rien pour rien. Edem Kodjo, c'est le pion de l'Afrique du Sud. Suivez les choses très bien. Jacob Zuma était dernièrement à Paris. Il est allé plaider devant François Hollande, qui ne voulait pas que la France pouvait venir, parce qu'il avait senti que la France, qui voit déjà que l'Amérique est en train de chambouler les choses en Afrique centrale, pouvait se lever et peser même pour qu'il y ait un changement. L'Amérique a envoyé directement Jacob Zuma à Paris. Et qu'est-ce qu'il est allé dire à François Hollande? Non, laissez-nous ce problème. C'est un problème entre Africains et nous sommes capables de le résoudre. C'est lui, Zuma, le président de l'Afrique du Sud. Et regardez comment il est en train de gérer l'Afrique du Sud. C'est parce que l'Afrique du Sud est un peu avancée au niveau de la loi. Sinon, ça allait être un pays à désordre comme le Congo démocratique. Et il venait de perdre dernièrement les élections. L'ANC est en train de perdre beaucoup d'endroits, beaucoup de cantons, de villes en Afrique du Sud. Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit de vol qui est entré dans l'ANC. Ce n'est plus l'ANC que Mandela avait laissé. Et un homme comme Jacob Zuma
au lieu, qui se dit africain, au lieu d'aller plaider pour aider le peuple congolais, il est allé plaider pour aider le gouvernement de mafia qui est en République démocratique du Congo. Et il est en train de jurer aussi de l'appui de son ex-femme, qu'on appelle Dlamini Nkosazana Zuma, qui est donc la maîtresse, la chef de l'Union africaine. Et quand vous regardez, l'Union africaine, c'est quoi? C'est un entre de mafiateurs. Parce que regardez, presque les 3 quarts des présidents africains sont des mafiosi, des dictateurs. Alors vous comprenez, c'est la balle de l'Union africaine et de l'Afrique du Sud. Bien sûr, avec une grande main venant de l'Occident, la personne des États-Unis et les autres mafiosi, c'est-à-dire des gens qui ont des multinationales. Ils sont en train d'entrer par l'Afrique du Sud. Si vous niez, vous comprendrez maintenant pourquoi la MONUSCO a vite nommé un Sud-Africain comme étant le nouveau chef, dans le lieutenant général Derrick Mbuyiselo Ngwebe, un Sud-Africain. Alors vous comprenez, l'Afrique du Sud a une part de responsabilité. C'est l'Afrique du Sud qui est en train de pousser la machine pour maintenant créer un grand désordre au Congo. Comme l'a dit quelqu'un, faites des recherches, même sur Google, vous verrez qu'il y a beaucoup d'Africains maintenant qui commencent à bouder l'Afrique du Sud, à condamner ce pays qui hier, rempli de Noirs, était en train de souffrir sous l'égide d'un gouvernement de l'apartheid des Blancs. Combien d'Africains s'étaient mobilisés? Beaucoup d'Africains s'étaient mobilisés pour aller aider les Sud-Africains, de près ou de loin, de diverses manières, faisant des pressions à l'intérieur, même à l'extérieur de l'Afrique du Sud, pour que l'apartheid prenne fin, pour que les Noirs sud-africains puissent vivre à l'amiable. Il me semble que le gouvernement sud-africain, ayant avec une majorité de Noirs au pouvoir, les Sud-Africains, je veux dire, ont semblé tout oublier. Faites des recherches sur Google, vous verrez que l'Afrique du Sud est maintenant comptée, non pas parmi un bon pays qui veut créer un partenariat avec les autres pays d'Afrique noire. Par contre, un pays de mafia qui veut maintenant les dominer à la manière des Occidentaux. Et l'Afrique du Sud est au Congo. C'est dans la course pour les matières premières. Ils oublient qu'ils étaient dans des pétrins hier, qu'ils souffraient et que beaucoup d'Africains les ont aidés. Jacob Zuma est là. Il est en train d'emboîter le pas de l'autre président qui était avant lui, Thabo Mbeki. Je vous informe, pour ceux qui font des recherches, Thabo Mbeki n'a pas fini son mandat. Il avait été déposé. Pourquoi? Toujours à cause du Congo. Thabo Mbeki était empêtré dans la mafia au Congo, avec l'armée zimbabwéenne. Thabo Mbeki a beaucoup bouffé et il cachait même l'argent qu'il ramassait du Congo en faisant le trafic de coltan, tout ça et les autres matières premières. Il les virait, au lieu de les déposer dans la banque en Afrique du Sud, il craignait qu'on allait voir ça, il les virait au Zimbabwe, chez le dictateur Mugabe. Ça crée un grand désordre au pays, d'abord en Afrique du Sud, et au sein de l'ANC, le parti de Mandela. Et il y a eu un tollé général, ce qui a fait qu'on avait bousculé Thabo Mbeki. Si les richesses du Congo convolent par les étrangers, ça leur crée des problèmes chez eux. Ils bousculent leur président. Et Thabo Mbeki était parti. Jacob Zuma, aujourd'hui,
est en train de vouloir jouer le même jeu. Vous savez, il est empêtré dans beaucoup d'histoires en Afrique du Sud. La mafia totale. Si les Sud-Africains sont en train de vouloir le bousculer, à combien plus forte raison, nous les Congolais, les intellectuels congolais, politiciens congolais, est-ce que nous devons tolérer ce monsieur-là? Et je vous informe, et je le reprends encore, la mafia vient de l'Occident. Cette fois-ci, ça passe par l'Afrique du Sud. Et c'est l'Afrique du Sud maintenant qui est en charge. Après avoir paralysé l'Union africaine avec Nkosazana Dlamini, l'ex-épouse de Jacob Zuma, on nous a envoyé le commandant de la MONUSCO à la personne de Derrick Mbouisselo, un autre Sud-Africain. Comprenez comment le jeu est en train d'être joué. Et Dem Kodjo, c'est le pion direct de l'Union africaine qui a des relations personnelles avec la famille Zuma et l'ex-femme de Jacob Zuma. C'est-à-dire, il est au Congo, non pas pour aider les Congolais à décanter la situation. Et Dem Kodjo est au Congo parce qu'il y a à manger et à boire. Il est dans une mission spéciale, bien que dangereuse, mais comme il y a à manger, il y a des trillions de dollars, il s'en fiche de la vie des Congolais. Et on voit d'autres intellectuels congolais, soi-disant politiciens, fermer les yeux et aimer Dem Kodjo. Il peut être aimé par les hommes du pouvoir, parce que vous savez, les hommes du pouvoir sont aussi empêtrés dans la mafia. Hein? Le gouvernement de Kabila, c'est le gouvernement des mafiosi. Et c'est un gouvernement qui ne représente en rien les intérêts du peuple congolais. C'est connu de tous, Kabila n'est pas arrivé au pouvoir pour la première fois au Congo par l'élection votée par les Congolais, non. C'est un pion de l'occupation. L'Occident, Rwanda et Ouganda, qui avait imposé Kabila là-bas, après avoir tué Laurent Désiré Kabila. Et comprenez pourquoi on doit se poser la question maintenant en tant qu'intellectuel. Pour qui travaille Kabila? Et je repose la question. Pour qui travaille Joseph Kabila? Et je pense qu'un Congolais qui raisonne peut regarder la situation. Depuis le temps où Joseph Kabila a pris le pouvoir jusqu'à aujourd'hui, il a enfoncé le Congo davantage dans la merde, dans l'insécurité, la pauvreté. À part un petit groupe qui l'entoure, c'est fou, qui font des bruits. Ici, Oumela. Pourquoi? Il est en train d'utiliser la politique de tous les dictateurs, c'est-à-dire appauvrir la population, contrôler l'armée, faire de l'armée une garde prétorienne, c'est-à-dire désarmer la population, l'appauvrir comme je l'ai dit, et créer une grande crise et revenir en tant que sauveur. C'est ce qu'on dit en France, il est en train de jouer aux pompiers et aux pyromanes. Et tout ce qu'il fait, ce n'est pas pour le bien des Congolais. Parce que le bien des Congolais se trouve d'abord dans le respect de la Constitution. Tout homme politique qui fait fi, qui jette la Constitution à ses pieds, n'est pas digne de diriger ce grand Congo-là. Et c'est ce que Joseph Kabila et son équipe de Congolais fous, soi-disant universitaires, sont en train de faire. Et aujourd'hui, quand je suis en train de vous parler, Kabila venait de faire une tournée en Ouganda et au Rwanda. Il y a des gens qui ne savent pas pourquoi il l'a faite, cette tournée là-bas. C'est parce qu'il y a une forte pression sur le plan politique au Congo. Et il a déjà vu qu'il y a des postes de résistance parmi la population congolaise qui commencent maintenant à prendre conscience du fait de l'occupation et de la violation de la Constitution. Alors, se retrouvant entre deux feux, la pression venant du peuple congolais, de l'opposition, la vraie opposition, pas l'opposition des mafias, la vraie opposition des politiciens congolais qui ont le souci de voir le Congo se libérer du joug du Rwanda et de l'Ouganda. Kabila évite aller chez ses compères, ses sponsors Museveni et Kagame. Parce qu'ils sont en train de le presser aussi. Petit, tu ne dois pas quitter comme ça. Vous savez, le Congo, c'est notre nourriture.
Le Congo, c'est ce qui fait que nous sommes où nous sommes. C'est le Congo qui a construit le Rwanda. C'est le Congo qui est en train de développer l'Ouganda aujourd'hui. Imaginez un Kagame et un Museveni en dehors du Congo. C'est-à-dire un Kagame et un Museveni qui n'auront plus leurs mains, qui n'auront plus aucun pouvoir en République démocratique du Congo. Ce serait la fin de leur pouvoir. Alors comprenez pourquoi ils sont là, en train de suivre à la loupe tout ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo. En train de se poser des questions. Est-ce leur fin ou bien ils vont gagner et continuer? Leur victoire, c'est quoi? C'est créer le désordre au Congo démocratique. Empêcher aux Congolais de s'organiser, de se mettre ensemble, de créer un état de droit. C'est-à-dire, c'est eux qui ont poussé à Joseph Kabila et à ses bandits de pouvoir à faire fi de la Constitution. Où avez-vous déjà vu un pouvoir qui est en place? Qui ne prévoit rien, qui n'organise rien. D'abord, des gens qui sont coupables, qu'on devait arrêter. Mais par contre, c'est eux maintenant qui ouvrent leur gueule, qui commencent à terroriser les Congolais et à arrêter des hommes dignes qui devaient rester chez eux. Ils ferment les chaînes de télévision, ils bloquent le réseau pour que les gens ne puissent pas échanger et se dire des vérités sur les réseaux sociaux. Un pouvoir pareil. Et vous dites que vous travaillez pour la République démocratique du Congo. Et l'on voit certains frères congolais être derrière Kabila, Oumela. Chers frères congolais, ne vous attirez pas la malédiction, inutilement. C'est pourquoi je dis, et j'ai toujours dit, c'est une question de conscience. Beaucoup de Congolais ont une conscience inférieure. Ce n'est pas le fait d'aller à l'école, de faire de longues universités, de parler français couramment, qui peut nous convaincre que tu es devenu supérieur, bien tu raisonnes. Un homme qui raisonne, un homme supérieur, un homme qui a une conscience élevée, c'est un homme qui, s'il se trouve devant une crise, de n'importe quelle forme, il doit savoir regarder la situation, non pas d'une position inférieure, mais d'une position élevée. Regarder, non pas pour le plaisir de regarder, mais regarder pour voir. Et je pense que beaucoup de Congolais sont en train de regarder la crise qui est en train de se dérouler sous leurs yeux sans rien voir. C'est pour cela qu'on a un tas de gens qui se disent intellectuels, mais par manque de vision, manque de spiritualité élevée, sont en train de travailler pour le diable, pour l'ennemi du Congo, tout en le sachant, et les autres, sans même le savoir. Kagame et Museveni ont peur de voir le soulèvement du peuple congolais. L'organisation du peuple congolais, la paix et l'ordre. Comprenez pourquoi chaque fois, ils créent des désordres dans l'Est. Et vous nous parlez aujourd'hui d'ADF Nalu. Mais si les ADF Nalu sont des rebelles ougandais, comme je l'ai toujours répété, mais un rebelle doit se retirer dans la brousse, traverser même la frontière pour aller faire son camp dans un pays étranger. Non pas pour tuer les gens de ce pays-là. C'est pour se ressaisir, se réorganiser afin de revenir. Déranger le gouvernement de son pays. Tuer même le président de son pays. Pourquoi? Parce qu'il a des problèmes avec son pays. On devient rebelle quand on coupe le fil qui te reliait avec le pouvoir envers lequel tu as fait allégeance. C'est comme au Soudan. Il n'y a rien que Machar. Et Salva Kiir ne s'entendent pas. Mais on ne voit jamais Salva Kiir venir tuer les Congolais. Ces gens rentrent au Soudan pour se battre là-bas.
Et je vous informe aussi que, après avoir pris la poudre de Scampette, Riek Machar, avec des troupes largement, lourdement armées, sont entrés au Congo démocratique. Avec quelle idée? Gouvernement de Kabila. Vous avez de la peine à gérer votre pays, à pourvoir le peuple congolais de la paix et de la sécurité. Et vous acceptez encore qu'un rebelle soudanais, en la personne de Riek Machar, puisse entrer au Congo après avoir fui son pays avec des troupes lourdement armées. Ce n'est pas là vendre le pays, ce n'est pas là chercher le soutien de ces mêmes troupes qui, après avoir échoué chez eux, bientôt, ils vont commencer à tuer les Congolais qui vont se lever pour dire non à la violation de la Constitution par Kabila et ses hommes. Vous voyez, après avoir cherché le soutien du Rwanda, de l'Ouganda, en catimini, Kabila est en train de chercher le soutien des rebelles soudanais. Comme d'ailleurs, il a fait, il y a 1 année et demie, en laissant les territoires aux milices du président burundais, Pierre Nkurunziza. Il a laissé le territoire au sud Kivu, dans les environs de Fizi, où les miliciens sont venus s'entraîner en la personne des Imbonerakure, les fameux égorgeurs des gens au Burundi. Alors, méditez très bien et voyez quel genre de pouvoir nous avons en République démocratique du Congo. La crise dans l'Est du Congo, spécialement à Beni, c'est quoi? On veut vider le territoire, tout faire. C'est-à-dire Kabila doit rester là. On lui a déjà dit par Kagame Museveni que nous n'avons pas encore fini notre job. Où est-ce que tu veux partir? Ou bien tu nous sers, nous, qui t'avons mis au pouvoir, ou bien tu sers le peuple congolais qui ne t'a pas mis là-bas. Et tu connais la suite. Comprenez pourquoi? Quand il y a massacre, Kabila s'en fout. Il ne dit rien. Il n'y a aucun effort. Et vous pensez que l'armée congolaise, si on pouvait débloquer, c'est-à-dire des bataillons et des bataillons, les faire sortir des endroits de la République démocratique du Congo où il n'y a pas de troubles, où il n'y a pas de guerre, pour aller les transplanter, les mettre là, dans l'Est du Congo, je pense qu'aucun Rwandais, aucun Ougandais ne s'infiltrerait là-bas. Aucun soi-disant rebelle ne leverait le petit doigt. Et c'est parce que Kabila ne le veut pas. Et il ne le veut pas pourquoi? Parce que ses maîtres lui ont dit de se souvenir d'eux qui lui ont mis au pouvoir. Chers amis, chers frères congolais, c'est ça le problème dans lequel la République démocratique du Congo est en train de s'enfoncer. Vous-même, vous avez vu, Kabila crée le désordre partout où il passe. Et je ne peux pas finir sans citer l'incident de l'UDPS. Là, on a démis un certain Bruno Mavungu, donc du secrétariat de l'UDPS, et ça a créé trop de tollés et beaucoup de gens se mettent même à commenter sans savoir les dessous du problème qui est là. Je ne vais pas entrer dans trop de détails et je vous signale que le Bruno Mavungu là, c'est un pion de pouvoir qui était là et qui travaillait avec la femme de Joseph Kabila. Bruno Mavungu était en relation proche avec la femme de Joseph Kabila, Olive Lembe. Et l'UDPS a découvert ça avec un très grand retard. C'est pour cela qu'on l'a démis de ses fonctions. S'il était bénévole, s'il était honnête avec ce qu'il faisait, il n'allait pas se plaindre. Pourquoi est-ce qu'il a pleuré? C'est parce que sa position de secrétaire de l'UDPS, il était payé largement par le pouvoir de Kabila, qui le mettait là,
comme un espion pour noyauter les plans et les efforts de l'UDPS. Et qui a aidé Étienne Tshisekedi à découvrir tout cela? C'est parmi les gens du rassemblement de l'opposition. Et je vous dis, comprenez pourquoi on a nommé un certain Kabound à Kabound, à cette poste-là. Dans les Congolais, nous devons analyser certaines histoires, au lieu de faire des bruits inutiles. J'ai dit, le problème de l'UDPS, j'ai les dossiers sur la table, mais je ne veux pas entrer dans la profondeur de ce sujet parce que ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que on voulait noyauter l'UDPS? C'est toujours dans la même tradition que Mobutu opérait, c'est-à-dire une fois que les deux Kasaï et le Katanga se réunissent contre le pouvoir de Kinshasa, le pouvoir va fuir. Et il fallait noyauter l'UDPS. Comme on a déjà fait, regardez le parti politique de Kyunga Komanza. Il y a des doublements. Mando Simba, des doublements. Tout ça pourquoi? C'est pour noyauter ces pouvoirs-là, ces partis politiques-là. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila sait très bien qu'une fois les Katangais et les Kasaïens se lèvent la main dans la main, ils vont détruire tout, disloquer tout mouvement de résistance à leur passage. Et le Katanga et les deux Kasaï ont la potentialité de faire couler n'importe quel pouvoir en République démocratique du Congo. Comprenez pourquoi Kabila est ennemi des Katangais aujourd'hui et des Kasaïens. Il y a eu une rébellion au Kasaï, à Chimbulu. Est-ce que vous avez déjà donné le rapport? Les raisons profondes de cette rébellion, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on a tué le chef coutumier de Chimbulu au lieu de l'arrêter pour l'entendre? Tout ça, c'est pour effacer les traces. Et pour punir les Katangais et les Kasaïens, qui produisent du diamant, beaucoup de cuivre. Et quand on dit cuivre au Katanga, beaucoup de gens se font l'illusion que c'est seulement le cuivre. Non. Le cuivre brut a toujours été accompagné de beaucoup de richesses. Il y a l'étain, il y a le soufre, il y a même le cobalt qui vient avec le cuivre brut. Plus ou moins 6 ou bien 7 sortes d'autres richesses attachées au cuivre là. Ne croyez pas qu'on dit oh, le Katanga produit seulement le cuivre, donc vous vous arrêtez là-bas. Non. Le cuivre brut vient accompagné de beaucoup de matières premières. Bien qu'on mentionne seulement le nom de cuivre. Kabila a paralysé sciemment l'économie du Katanga et du Kasaï pour mieux contrôler ces deux peuples-là. Et je vous informe que bien qu'il y a eu coupure, je ne sais pas, réorganisation des provinces, qu'on a multiplié en 26, aller sur le terrain demander aux gens, ils disent, ça c'est l'histoire de Kabila. Nous, nous sommes Kasaïens, occidental, oriental. Demandez la majorité des gens Katanga. Ils vous disent, ça c'est l'histoire de Kabila. Nous, nous sommes toujours des Katangais. Donc c'est pour vous dire que c'est un découpage de circonstances, un découpage politicien comme je l'ai aujourd'hui, pour décourager et anéantir, affaiblir certains efforts politiques qu'il a sentis, qui étaient susceptibles de le pousser à organiser les élections, à démocratiser le pays et à libérer les Congolais et les laisser en paix. Comme il est déterminé à les liquider, Kabila est là-bas maintenant en train de paralyser l'économie des 3 provinces, Kasaï oriental, occidental et le Katanga. Vous allez me dire, non, ça n'existe plus. Oui, sur la carte de Kabila, il y a 26 provinces. Mais sur la carte
véridiques des Congolais, il n'y a que 10. C'est-à-dire 9 plus la ville de Kinshasa. Et pour preuve, moi je vais vous dire, Kabila s'est réuni au Katanga avec les 26 gouverneurs, donc les gouverneurs des nouvelles 26 provinces. Sans trop entrer dans les détails, je vais vous dire, vous savez ce qui s'était passé là-bas? Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette réunion marathon au Katanga? C'était pour faire un constat amer. Les gouverneurs se sont plaints et ils ont cru donc garder ça comme un secret pour eux-mêmes. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que les provinces qu'on a créées n'ont pas de budget. Ils n'ont aucune chose. Il n'y a rien. Et le gouverneur que vous voyez là-bas, c'est l'étiquette seulement. Gouverneur, mais ils n'ont aucune chose. Ils n'ont aucun pouvoir matériel. Ils ont apporté le dossier devant leur chef, Joseph Kabila. Comment trouver le financement des provinces? Et ils sont sortis bredouilles. Et les autres ont même manqué le moyen de transport pour rentrer d'où ils étaient venus. Si je mens, informez-vous. Un gouverneur qui manque de moyens de transport, l'argent pour retourner d'où il était venu. Et Kabila a laissé de l'argent à Aubin Minakou qu'il fallait partager à ces gouverneurs-là. Vous voyez? Quand c'est Kabila maintenant qui doit faire sortir l'argent de sa poche, argent de poche pour payer le transport au soi-disant gouverneur de nouvelles provinces. Et Aubin Minakou n'a pas partagé cet argent-là comme il faut. Il a encore chippé un grand morceau, il a bouffé un grand morceau et il y a eu très grand chamaille là-bas. Les gouverneurs se sont chamaillés. Et c'est encore un autre problème. Et ici se pose la question, pourquoi découper des provinces si vous n'avez pas de moyens? Vous voyez pourquoi nous disons que vous êtes des politiciens irresponsables qui mettaient chaque fois la charrue devant les bœufs. Donc vous avez fait ce découpage, comme je l'ai toujours répété, non pas pour aider les Congolais, mais pour vous aider vous-même. Et nous sommes en train de voir les retombées de ce découpage de mafia. On a parlé de Panama Papers. Le nom de Janet Kabila a été cité à plusieurs reprises. On n'a pas cité le nom de Moïse Katumbi. Écoutez-moi très bien. Dans Panama Papers, il n'y a aucun endroit où le nom de Moïse est cité. Par contre, on avait cité le nom de Moïse, non pas par les Panama Papers, par un autre journal belge, il y a longtemps, 1, 2, même 3 années avant, qui faisait allusion à Moïse Katumbi et les mines, c'est-à-dire il a commencé en Zambie, tout ça, il avait des conflits là-bas avec le gouvernement zambien, tout ça, et on soupçonnait qu'il gardait son argent outre-mer, dans une île, en Barbados, quelque part là-bas. Ça, c'est bien, c'est connu de tous. Mais Panama Papers, revoyez les pages, faites encore des recherches. On n'a pas cité le nom de Moïse Katumbi. Et je ne dis pas cela pour le défendre et le protéger. On a cité le nom de Janet Kabila. C'est là où je veux en arriver. Qui a ouvert la bouche dans le gouvernement de Joseph Kabila? Ils se sont tous tus. La sœur du président qui a des trillions, qui n'a aucune affaire, qui peut l'aider à avoir tous ces billions de dollars là. Et on voit un gouvernement de soi-disant politiciens congolais, représentants du peuple congolais, hauts parlementaires, sénateurs.
vous n'ouvrez pas la bouche, vous vous taisez, alors que l'argent du peuple congolais a été volé par la famille Kabila et transféré outre-mer. Vous attendez quand Kabila ne sera plus président du Congo, pour que vous puissiez dire, hey, Jeannette, Bazalaki va mouiller et tout ça. Pourquoi ne pas le dire aujourd'hui? C'est pour cela que nous vous condamnons. Vous êtes avec Moïse Katumbi en train de le féliciter, vous tous là-bas. Tout le monde a félicité Moïse Katumbi. Baba Basso et Zakari, Vital Kamerhe a félicité Moïse Katumbi. Les gens du gouvernement, n'en parlons même pas. Le nouveau gouverneur du Lualaba avait félicité la gestion de Moïse Katumbi. 80% des gens qui venaient de Kine et qui étaient au Katanga félicitaient Moïse, que c'était un bon travailleur, un bon gestionnaire. Jusqu'au jour où il a décidé de quitter le parti de Joseph Kabila, il est devenu voleur. Et on a parlé de Panama Papers, au lieu de citer les noms des gens, pour montrer comment vous êtes des idiots, vous avez caché le nom de Jeannette Kabila. Pour brandir le nom de Moïse, comme je l'ai dit, qui n'était pas cité dans Panama Papers, qui avait été cité 2 ans avant par un journal belge dans d'autres affaires de mine. Alors, la question c'est, où est-ce que vous êtes en train de mener le Congo? Vous, les soi-disant représentants du peuple congolais, alors qu'en réalité, vous vous représentez vous-même. Vous représentez vos familles, vos intérêts et votre ventre. Et comprenez pourquoi le peuple congolais ne veut pas de vous. J'ai posé la question. Au vu et au su de tout ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo sur le plan politique, cette crise sciemment créée par le pouvoir de Kabila, ça doit avoir une cause, c'est-à-dire plaire aux multinationales occidentaux, à Kagame, Museveni et aux autres pays alentours. J'ai cité même l'Afrique du Sud, qui est entrée dans ce jeu macabre. Au vu de tout ça, j'ai mentionné les causes. Maintenant, c'est pour quel but? Joseph Kabila, si tu dis que tu es président des Congolais, tu malmènes les Congolais, tu les arrêtes, qui ne font rien, qui n'ont pas pris les armes, ils n'ont tué personne, pour avoir seulement ouvert leur bouche pour te dire de démocratiser le pays, de gouverner avec justice, de leur rendre leur bonheur, de respecter la Constitution, tu les emprisonnes. Pour des petits faits de rien du tout. Oh, il a vendu une maison. Oh, il a violé une fille. À supposer, il y a quelqu'un qui a vendu une maison, qui a violé une fille. On ne dit pas qu'il faut le laver, il faut l'arrêter. Mais à combien plus forte raison celui qui entre et qui tue plus de 10 millions de Congolais. Mais il est toujours là. Tous les tueurs qui ont participé à la mort de 10 millions de Congolais sont toujours tes amis. Tu n'ouvres jamais la bouche. Un président muet, le plus muet de l'histoire. Et vous nous dites, c'est le président que Simon Kimbangu a promis pour libérer le Congo. Chers Congolais, Lushima Njate, je le prends encore. L'avenir nous en dira plus. On tue les Congolais. Vous avez un président qui ne parle pas. Mais on a des Congolais là-bas en train de dire « Oumela, Oumela ». Mais chef, quelle mouche vous a piqué? Qu'est-ce que vous avez bouffé? Oui, chers Congolais, il y a des choses, il y a des moments dans l'histoire où nous devons nous lever. Le but de Joseph Kabila et ses alliés, c'est créer la pauvreté. Ils ont déjà réussi à créer l'infiltration au Congo, en créant des massacres. C'est pour vider les villes et villages dans l'Est. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de déporter des populations venant de l'Est du Congo, c'est-à-dire du Rwanda, Ouganda, pour venir
les implanter sur des terres qu'ils veulent vider. Et Kabila est là, il n'a rien fait. Et vous dites, vous parlez des forces armées congolaises à qui vous ne donnez même pas de moyens pour aller sécuriser les populations. Pourquoi? Vous savez qu'une fois que vous laissez les militaires avec les moyens, ils vont sécuriser la population et chasser l'ennemi. Ils ont essayé de le faire dans le passé à plusieurs reprises avec autant de succès. Et vos maîtres vous ont tiré encore les oreilles. Et vous avez encore chamboulé ce plan-là. Et cela a créé la mort de beaucoup de capitaines, de colonels, parmi lesquels Mamadou Ndala. Et vous n'avez jamais mené une enquête. Vous n'avez jamais dit la vérité au peuple congolais à propos de sa mort. Vous voulez vider le sol congolais pour le laisser dans les mains de vos maîtres. Nous sommes là en train de vous regarder. Et nous vous disons, vous n'allez pas réussir. Vous pouvez gagner une bataille dans votre esprit de mafia, mais vous n'allez pas gagner la guerre. Car Laurent Désiré Kabila le savait. Il avait dit que la guerre serait longue et populaire. Et c'est là où nous sommes en train d'aller. Le peuple congolais doit comprendre que seuls les Congolais eux-mêmes peuvent sauver le Congo de l'intérieur ou bien de l'extérieur. Kabila et ses sbires, son gouvernement de mafia, ne feront rien. Car ils sont là pour servir l'étranger et détruire le Congo. Et quand vous suivez le langage, il y a des gens qui disent « Non! Pourquoi vous voulez que Kabila parte? Ça s'est passé en Ouganda. Le changement de la Constitution, le président s'est représenté à plusieurs reprises. Au Tchad, au Burundi, au Congo-Brazza. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas parlé? Vous voulez seulement parler quand il s'agit de la République démocratique du Congo. Congo est à Lumumba. Comme le disait un petit fou là-bas sur la radio Zoom El 1000. Quand il s'agit du Congo de Lumumba, tout le monde s'élève. Chers Congolais, pourquoi est-ce que vous voulez seulement copier des mauvais exemples? Là où il y a le mal, là où il y a la mafia, la violation de la Constitution, c'est ça votre modèle. C'est ce que vous voulez copier. Alors qu'il y a des gouvernements qui respectent leur Constitution. Pourquoi est-ce que ça ne vous est jamais arrivé à l'esprit de copier l'exemple du Sénégal, par exemple? Pourquoi ne vous est-il jamais arrivé de copier l'exemple de la Tanzanie? Vous ne voyez pas ces pays-là. Vous ne voyez pas comment ces peuples-là vivent dans la paix, le progrès. Alors moi, je pense qu'on a affaire à des esprits sataniques, des esprits négatifs bouchés. Le pays est là. On est en train d'exploiter les richesses du Congo, de les voler tous les jours pour construire d'autres pays. Et il y a des Congolais qui trouvent ça normal, qui défendent Joseph Kabila. J'ai récemment parlé de la mine de Kamoa, au Katanga, à 27 km de la ville de Kolwezi. Là, on a découvert du cuivre. Je reprends encore, quand je dis cuivre, ce n'est pas le cuivre tout seul. Le cuivre brut vient toujours accompagné de 6 ou bien 7 sortes d'autres richesses. Ça peut être le zinc, le cobalt, le soufre, même de poussière d'or, tout ça. C'est ce qui vient avec ce que vous entendez, le cuivre brut. On a découvert un genre de cuivre spécial à 27 km de la ville de Kolwezi, dans la carrière de Kamoa. Il y a mes frères congolais qui m'ont dit, non, on n'a pas encore commencé à exploiter cela, le projet pour 2018. Vraiment, mes chers frères, il y a déjà des engins là-bas, je suis mieux informé, qui sont en train de procéder à ce qu'on vous montre, nous,
qui étaient nés et avons vécu dans des villes minières. Ils sont en train de procéder à ce qu'on appelle à la découverture de la carrière. C'est-à-dire quoi? Il y a des engins qui viennent pour travailler déjà, créer des conditions pour que l'exploitation commence. Des engins. Ils déplacent déjà des terres. Et ils exploitent déjà des minéraux. Quand on vous dit que le projet va commencer en 2018, ça sera l'exploitation officielle. Mais l'exploitation officieuse a déjà commencé. Et le cuivre est déjà acheminé. Plus d'1 milliard de dollars américains a déjà été produit à Kamoa. Tout juste dans l'opération de découverture, d'organisation, implantation, donc des outils qui feront à ce que le cuivre soit exploité selon des normes internationales. Je vous demande de vous informer et vous verrez que, frères et sœurs congolais, notre pays est en train d'être saigné à blanc. Et quand on a un pouvoir qui ne dit absolument rien, il y a de quoi s'inquiéter. C'est pour cela que je me suis posé la question de savoir pour qui travaille Joseph Kabila. Un homme qui viole la Constitution, qui régit la vie politique, économique, sociale, culturelle de plus de 70 millions d'habitants. C'est-à-dire, il viole l'esprit de 70 millions d'habitants, parmi lesquels il y a des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants. Il viole leur avenir. Il détruit le futur de ce peuple-là. Il les maintient dans la pauvreté, dans le manque de liberté. Et il est là, avec ces gens qui l'accompagnent, ces soi-disant ministres de l'information, de la justice, de l'économie, et qui s'acharnent pour arrêter, emprisonner et détenir en prison une personne qui, vrai ou faux, a violé une fille de 18 ans, même une femme de 30 ans, qui a vendu une maison, même une villa de 40 millions de dollars, de 40 000 dollars américains, alors que ont déjà pillé des trillions, des billions, même des quadrillions de dollars américains. Ils ont violé la vie présente et future. Ils sont en train de violer cette vie-là. La vie présente et future, je me répète, du peuple congolais. Et vous voulez que leur place soit où? Peuple congolais. Répondez. Et répondez aussi à la question, après avoir médité sur tous ceux dont je viens de mentionner. Joseph Kabila travaille pour qui? Je vous remercie de m'avoir suivi. Notre devise est toujours là. Ne jamais trahir le Congo. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles